à tous. France Inter, France Culture, France 24, Ruquier samedi dernier. J'ai le grand honneur à mon tour de vous recevoir, Scalie Belpera, en direct entre New York et Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, ce n'est pas le brillant comédien ni le metteur en scène que je reçois aujourd'hui, mais c'est l'auteur de ce petit roman que j'ai vraiment adoré. Je ne suis plus inquiet. Alors, on parlera quand même en fin d'émission un peu de votre carrière. Hein, elle mérite qu'on s'y attarde aussi. Mais on va parler surtout du roman. Alors, ce n'est pas votre premier ouvrage, mais c'est votre premier roman. Alors, il est à la fois très intime et pourtant, quand on le lit, on a tous l'impression d'avoir une part de Scalie Belpera en nous. Est-ce que vous avez conscience de parler à la plupart des lecteurs de ce petit roman? Est-ce que j'ai conscience de quoi, pardon? De parler à nous, lecteurs, et du fait que chacun s'y retrouve. Oui, au début, dans le premier geste des premiers textes qui ont constitué cet ouvrage, il y avait dans mon intention aussi de pouvoir dire ces textes en public. D'ailleurs, par la suite, j'ai fait une adaptation du livre pour la scène que je jouerai le plus rapidement possible au On Théâtre de espère. la Ville à Paris. Voilà. Mais c'est vrai, vous pointez là quelque chose qui m'importe énormément. C'est une forme d'adresse, et je dirais même une adresse un peu particulière qui prend ses origines dans l'art du stand-up. Et je suis content de m'adresser à des gens qui sont très introduits à la culture américaine aussi, Oui, c'est puisque ça. en fait, je suis admirateur d'un certain nombre d'artistes du stand-up américain, comme Oswald Patton, par exemple, ou Demetri Martin. Bien sûr, j'adore Sarah Silverman. Je pense, bien sûr, à Jerry Seinfeld, tous ces gens qui m'ont appris que l'écriture pouvait être fragmentaire. Mais dans le stand-up, comment dirais-je, un des fondements du stand-up, c'est effectivement d'essayer de partager des expériences communes, des expériences dites de la vie, dites de tous les jours. Et je suis parti de cette matière-là. Alors, c'est réussi pour le coup. Je crois que tout à chacun peut se retrouver dans un, deux et plus des petites scénettes, parce que c'est quelque part des petites scénettes que vous racontez dans ce roman. Alors, ce petit livre est composé de 65 courts textes. Alors, il se lit plusieurs fois, enfin, c'est en tout cas mon avis, parce qu'il suscite chez nous plusieurs types de réactions. Le sourire, parce que vous avez un joli humour qui fait le bonheur du lecteur, mais aussi l'émotion, car vous vous livrez avec pudeur et vous dévoilez des jolies choses de la vie. Est-ce que l'humour, pour vous, c'est une réponse un peu obligatoire face aux affres de la vie? Votre question me fait penser à une chose que j'avais entendue dite par un rabbin. Ah, Euh, déjà, on parle de rabbin, c'était pas prévu. Hein. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai fait mon éducation en fait culturelle aussi dans les synagogues de mon enfance. J'étais bien sûr introduit du coup très très jeune à l'art du Talmud, c'est-à-dire l'interprétation des textes. Et je me souviens qu'une fois, un rabbin disait que on ne pouvait pas commencer ce qu'on appelle dans le langage courant un prêche, c'est-à-dire en fait un moment où le rabbin va s'adresser à sa communauté. On ne pouvait pas le commencer avant d'avoir fait au moins une fois rire l'auditoire. C'est C'est-à-dire que vrai, c'est tellement vrai. c'est une technique rabbinique, donc spirituelle d'une certaine manière, mais aussi c'est une forme de politesse pour dire aux gens, je vais peut-être vous parler d'un sujet sérieux, mais on va commencer par se détendre et voilà, par rire ensemble. Et voilà, je pense que pour moi, effectivement, faire sourire les gens d'une manière générale, c'est très important. Ouais, je trouve, une très jolie introduction au livre. Je pense qu'on comprend tout à fait le message en nous racontant cette petite anecdote, le message que vous avez voulu faire passer aussi avec ce petit roman. Il y a aussi un jeu, enfin un jeu entre guillemets, bien sûr, qu'on ne comprend pas tout de suite, parce qu'au début, quand on lit les premières pages, on pense que c'est extrêmement décousu. On a un peu envie de savoir ce qui se passe avec une histoire Oui. racontée sur une page. Puis finalement, on revient constamment sur les premiers petits récits.
comme un petit fil rouge comme ça qu'on veut suivre. Alors, dans ma tête d'auteur, à mes heures perdues, je me suis dit, mais comment on détermine au moment d'écrire ces petits fils rouges? Parce que les souvenirs d'enfance, ok, c'est bon, mais par exemple, le récit du vigile dans le magasin de pull, on se dit comment, en commençant le livre, on démarre avec cette petite histoire qui va revenir être un petit fil rouge aussi. D'où est venue l'idée de cette espèce de grand kaléidoscope qui est finalement très organisé? Alors, d'une manière générale, en fait, je pense que c'est cela le destin de l'écriture d'un texte, qui est que l'auteur va se trouver confronté aux thématiques qui le travaillent dans l'instant de sa vie où il est en train d'écrire. Et je pense que, en fait, j'ai découvert ces fils rouges au moment où j'ai commencé à mettre sur le papier toutes les idées qui sont dans le texte. Parce qu'il y a deux choses à distinguer, c'est-à-dire les idées et les thématiques. Et je dirais même, il faudrait même distinguer de cela une troisième chose qui est en fait la source profonde, essentielle du texte, parce que je pense que quand on écrit un texte, on est profondément agité par une vraie question. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question aussi, je pense que vous savez, bon, je le dis pas sur tous les réseaux et je le dis pas sur toutes les radios ou toutes les chaînes de télévision quand on parle de mon livre, mais il y a aussi une autre discipline qui pour moi a beaucoup importé dans ma vie, c'est la discipline de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse, c'est quelque chose de très particulier, en fait, c'est presque une croyance, enfin, c'est se dire que parler à quelqu'un toutes les semaines, en se laissant aller à sa propre parole, va en soi apaiser quelque chose, résorber une faille, illuminer quelque chose qui ne l'était pas. Et en fait, la séance analytique, elle est par définition courte, elle est fragmentée dans le temps. Et en fait, j'ai appris à faire confiance dans ma psychanalyse au fait qu'on a beau avoir l'impression que on ne raconte jamais la même chose d'une séance à l'autre, mais se travaille quelque chose qui est la thématique vraiment du moment. Et donc, j'ai fait confiance à ça. Et après, c'est le travail du scénariste, parce que dans tout auteur, il y a un scénariste. On a quand même toujours dans l'idée un début, un milieu, une fin. L'idée aussi de ce qu'on appelle l'intérêt dramatique, ou en anglais le suspense. Donc après, effectivement, quand on a les fils et quand on a la thématique, eh ben, c'est beaucoup de post-it sur un mur pour trouver le bon ordre narratif. Alors, comment vous y êtes pris? Vous l'avez écrit en une fois, ce livre, ou il a fallu le mettre de côté, dans un tiroir, réfléchir, le reprendre? Quelle est l'histoire de ce manuscrit? C'est un peu un mélange des deux choses que vous venez de dire. C'est-à-dire que de toute façon, moi, j'écris toujours des notes, des petits textes comme ça. J'ai toujours mon téléphone intelligent, pour ne pas faire de pub. Et je prends des notes, même dictaphone dans la rue, voilà, bon. Et maintenant, il y a même la dictée vocale qui transcrit vos paroles. Alors, c'est une de mes manières d'écrire, c'est-à-dire vraiment très fragmentaire, voilà. Et donc, au début, j'ai rassemblé quelques idées comme ça que j'avais glanées au fil du temps. Et puis, effectivement, en septembre 2018, je me suis mis à tout rassembler ça et à commencer véritablement à écrire le texte. Enfin, la première version, je l'ai écrit entre septembre 2018 et décembre 2018 sur 3 mois. Et ensuite, j'ai réécrit tout cela entre janvier 2019 et juin 2019. Voilà. Et il est sorti il y a très très peu de temps, il y a 2 mois, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Non, il est sorti il y a un peu plus longtemps. Il est sorti en fait à la mi-octobre de l'année dernière. Alors, vous parliez de thérapie tout à l'heure, et c'est un livre que vous avez écrit après la mort de votre père, alors pas la mort immédiate, mais après la mort de votre père. Et on dit toujours que prendre la plume, de quelque part, c'est une façon de coucher un peu son deuil sur papier, de faire sa propre thérapie. C'est ça aussi qui vous a animé quand vous avez décidé c'est un peu un hommage à votre père, c'est aussi une façon de vous libérer de certaines choses, d'avoir couché sur papier. Probablement.
Donc, vous, aux États-Unis, vous dites the trigger. Donc, the trigger of my book, c'était l'adoption de ce chat. Parce que, voilà, pour dire 2 mots sur le livre, c'est le récit d'un homme qui, parce qu'il n'a pas d'enfant et parce qu'il est dans une position de sa vie un peu trop solitaire à son goût, va réaliser ce rêve de toujours, c'est-à-dire adopter un chat, un petit chat d'ailleurs des refuges de la SPA. Donc il y a quelque chose aussi d'aller chercher le chat orphelin, enfin pas le beau chat d'élevage qui coûte 2 000 €, vous savez. Donc, mon chat, c'est un chat qui, paraît-il, a été trouvé dans la rue, sous une voiture. Et en fait, de me trouver confronté pour la première fois de ma vie, à l'âge de 52 ans, être responsable d'un petit être vivant, a déclenché des choses chez moi, comme le thème de la responsabilité vis-à-vis du vivant, voilà, de cet animal dont il fallait que je m'occupe quotidiennement, l'amener chez le vétérinaire, le nourrir, le brosser, parce qu'il a beaucoup de poils. Tout ça m'a fait revisiter les thèmes de la responsabilité et par extension comique, j'ai envie de dire, de la paternité. Et là, en fait, j'ai été effectivement revisité inconsciemment et consciemment même par beaucoup de souvenirs de mon propre père, qui était, au moment où j'ai commencé à écrire, déjà disparu depuis 5 ans. Et ça a été ça la source profonde du livre, en fait. La mémoire du père, ce qui nous a liés, ce qui nous a déliés, ce qui a fait que nous nous sommes croisés, les silences et les quelques paroles que nous avons échangées durant nos existences communes. On va revenir sur votre père, parce que pour moi, c'est un moment extrêmement émouvant, extrêmement fort du livre. Mais puisqu'on parle du chat, on va parler du chat. Alors moi, ça m'a fait rire, parce qu'en vous écoutant là et en lisant le livre, je me suis dit que, au contraire, vous vous inquiétiez beaucoup dans la vie avec ce chat et que ça n'allait pas du tout avec le titre. Moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez, parce que cette histoire de chat est juste extraordinaire. Alors, il n'y a pas que ce moment-là, bien au contraire, mais en tout cas, quand on commence cette page 10 avec cette histoire de chat, je trouve que ça donne le ton du livre, à la fois extrêmement émouvant et puis extrêmement drôle. Donc, si vous pouviez nous lire cette petite page 10 sur le chat. Oui, d'accord. Avec plaisir. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je vais le lire de près. Oui. Voilà. Donc, vous dites page 10. Oui. Oui, alors, d'accord. Oui, c'est un chapitre qui s'appelle « Adopter ». Alors, est-ce que je peux enlever mes lunettes? Non. Bon. Pas grave. Donc, alors, vous êtes prêts? On est prêts, on attend le comédien en lecture du chat. J'avais passé des années à vouloir adopter un chat sans me décider à le faire. Ce jour-là, enfin, j'allais passer à l'acte. Je l'avais repéré sur le site internet de la Société de protection des animaux. À la différence de beaucoup d'autres chats sur les photos, il n'y avait dans ses yeux aucune trace de malice ou de prédation, seulement de la douceur et une légère tristesse. Après être allé le voir une première fois dans sa famille d'accueil, j'y retournai muni d'une sacoche de transport afin de le ramener chez moi. En chemin, je fus pris d'une crise de panique. Pour me calmer, je dus descendre de la rame de métro et m'asseoir sur le quai. Après 10 minutes d'hébétement, je décidai d'envoyer le même SMS à plusieurs de mes amis. « Pardon de te déranger un dimanche matin, mais je suis un peu angoissé. Penses-tu que ce soit une bonne idée que j'adopte ce chat ?» Au bout de 5 minutes, sans réponse, j'envoyai un deuxième SMS. « S'il te plaît, réponds-moi, c'est urgent. » Finalement, un quart d'heure plus tard, une amie m'a répondu « Ce chat fera de toi l'homme le plus heureux du monde. » L'idée me parut incongrue, mais entre adopter un chat et devenir l'homme le plus heureux du monde, adopter un chat me sembla soudain une chose facile. Voilà, c'est magnifique, tout est dit. Alors, on va encore parler un peu de votre chat, parce qu'il y a des petites choses dans le livre qui m'ont fait vraiment sourire. Quand vous sortez, vous dites à votre chat tout de suite, moi aussi je dis ça à mon chien, c'est tout à fait normal, on a l'impression de laisser nos animaux. Est-ce que, depuis que vous avez écrit ce livre, est-ce que ça va mieux? Est-ce que la relation avec le chien est moins angoissée?
Oui, en fait, elle est légèrement moins angoissée, en fait. Mais là, il faudrait presque plus parler de littérature, mais de parler de, de ce que c'est qu'un félin. Beaucoup d'auteurs sur les félins ont pointé le fait que c'était un animal à qui il restait bien sûr de forts instincts de prédation. J'habite dans un 35 mètres carrés à Paris. Je partage ce point commun avec vos lecteurs new-yorkais. Oui, Vous n'avez pas beaucoup non plus de mètres c'est ça. carrés pour vivre. Donc, effectivement, ça pose toujours la question de savoir si un chat est bien dans un appartement, puisqu'effectivement, quand je vais de temps en temps à la campagne, c'est un chat qui chasse tout ce qu'il y a à chasser. Il me rapporte une souris et un oiseau par jour. Enfin, c'est un carnage. Ce sont des sauvages. Et donc, en fait, je suis toujours très inquiet de sa situation de chat en ville. Mais je suis bien sûr moins inquiet puisque maintenant je sais que, enfin bon, il est quand même pépère, Il est bien. peinard. Il a ses marques dans Mais l'appartement. est-ce que vous faites quand même partie de ces gens qui vont sur Google et qui tapent est-ce que mon chat n'est pas malheureux quand je ferme la porte derrière moi? Ah, alors ça, je ne l'ai pas fait, non. Mais Donc c'est alors, mieux je que ne l'ai moi. pas fait au même titre que l'hypochondriaque qui se garderait bien de vérifier quelle maladie il a aujourd'hui. Parce que là, ce serait trop. Je pense que si j'avais tapé ça sur Google, ça m'aurait beaucoup trop inquiété. Ah, alors, pourtant, moi, je sentais une petite pointe d'hypochondrie parce que quand vous avez fait la liste des choses à faire tous les jours, il y avait quand même l'histoire d'aller voir le docteur. Et je me suis dit que si le docteur faisait partie de la liste des choses qu'on devait faire dans la semaine, il y avait peut-être une petite part d'hypochondrie chez vous. Ah, excellent. Mais non, apparemment, je Non, ne suis plus alors, inquiète sur ce sujet alors. non, 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 si, non, j'ai été un grand hypochondriaque, mais c'est vrai, effectivement, que je me suis un peu guéri là-dessus. Bon, bah, c'est C'est bien bien. de se guérir de l'hypochondrie, on se guérit de Oui, bien d'autres de bien des maladies grâce à choses, ça. exactement. Alors, vous partagez donc avec nous des choses intimes et pourtant, on a l'impression que vous dévoilez un peu aussi de notre intimité. Vous aviez envie de nous raconter toute cette histoire sans retenue, enfin avec de la retenue plutôt, mais avec une grande sincérité. Vous n'êtes jamais dit à un moment dans la relecture notamment, non, je suis pas sûre de vouloir mettre ça dans le livre, c'est un peu trop intime. Il n'y a pas de moment où vous avez voulu faire chemin inverse et ne pas nous livrer certaines choses? Ah oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, oui. J'ai dit ça d'ailleurs un journaliste du Monde qui m'a interviewé sur le texte, un monsieur qui s'appelle Boris Bastide, avec qui j'ai eu une entrevue vraiment passionnante, et qui m'avait posé un peu une question comme ça sur ce que c'était que le rapport à livrer l'intime. Et je lui avais dit que j'avais passé quelques périodes d'écriture à avoir la nausée, Oui. carrément. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous dites, mais j'ai pas le droit de dire ça, mais ça ne va intéresser personne, c'est mon papa, c'est ma maman, d'accord. Ai-je le droit d'être tel un espion dans une famille, de cafeter ce qui se passe dans la famille, en fait. Bon, après, je me suis quand même calmé en me disant que c'était ce que faisaient 99% des auteurs, forcément. Euh, Et tous ne se posent pas la question, hein, de toute façon. Ah non, il y a Bah, des auteurs qui adorent ça. Il y a des auteurs qui n'ont pas la nausée de ça, qui au contraire ne jouissent que comme ça. ouais. Mais C'est d'ailleurs, comment ont réagi vos proches? Il y a des gens qui vous ont reproché de l'avoir fait, d'avoir été trop loin peut-être dans votre rapport, sauf que c'est surtout un rapport intime avec votre père. Je trouve que ça vous regarde assez, mais s'il y a eu des reproches dans la famille, non, parmi vos proches? au contraire, vous voyez justement dans le livre, je parle quand même. Il y a ce grand thème dans le livre qui est le père aimant, mais silencieux. C'est-à-dire un père qui est là, qui est présent, qui est un vrai père, disons, au niveau de la protection qu'il amène, voilà, mais qui ne dit rien et qui manque aussi peut-être de temps en temps de regard sur le fils que j'étais. Et j'aurais pu penser, j'aurais pu avoir peur, j'aurais pu craindre que ma mère, à la lecture de mon Réagissent? livre, me reproche, disons, d'avoir un peu parlé de ce côté-là de ce père qui... Et au contraire, ma mère m'a bouleversé puisqu'elle m'a appelé en me disant, mais tu sais, il t'aimait.
il t'aimait, papa. Et je lui dis, mais maman, jamais je n'aurais écrit ce livre si on n'était pas convaincu. Et elle était très contente parce qu'en fait, enfin, nous étions, je pense, dans un moment assez singulier que le livre a provoqué, qui était un moment de langage entre ma mère et moi, puisque tout d'un coup, quelque chose était formulé qui n'avait jamais été formulé. C'est-à-dire, ma mère me disait, c'est vrai, il parlait pas beaucoup, il était un père comme ça, plutôt dans le monde que dans le foyer familial. Mais voilà, il y a eu tout cet amour. Et du coup, voilà. Votre maman a lu le livre avant qu'il ne sorte ou elle l'a découvert une fois Non, sorti? non, justement. Alors, le livre est sorti en octobre et il était prévu que je passe les fêtes de Noël chez ma mère. D'autant plus que pour des raisons de confinement, ma sœur et ses 3 enfants et son mari ne pourraient pas être là. Donc, c'était un Noël tout seul avec ma mère. Et ma mère m'avait dit, tu m'offriras ton livre à Noël. Petite pression. Pression, c'est vrai, moi j'avais vraiment le trac. Ouais. Alors, vous parlez de votre père. Alors, moi, j'ai mis quelques mots sur toutes ces descriptions, parce qu'il a une place primordiale, votre papa, dans ce roman. Alors, moi, je l'ai lu comme un homme du Sud-Ouest, Oui. introverti dans ses sentiments, mais plein de vie. Et il y a tellement d'amour entre vous, je trouve, malgré l'incompréhension parfois, qui, je pense, naît de la pudeur. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai lu. Oui. Le dialogue est difficile, vous dites, on se parle peu, mais est-ce que vous avez continué de peu vous parler à l'âge adulte? Est-ce que cette pudeur, elle est restée entre vous est-ce que jusqu'à la mort de votre papa, il y a eu ce dialogue minimal? Oui, oui, et puis aussi, pas que pour des histoires de pudeur, c'est pour des histoires aussi, en fait, disons, d'entente d'un point de vue de nos mondes respectifs. Oui. Mon père était un homme qui ne lisait jamais, qui était un manuel. En fait, il a vendu des meubles toute sa vie. Et en fait, on s'aimait de loin, mais je pense qu'on n'avait quasiment rien à partager en dehors justement de ces repas magnifiques qu'il y avait à la maison. Et puis, bon, mon père me posait des questions du genre, alors comment ça va? T'es content? Tu travailles? T'as du boulot? De temps en temps, il pouvait me dire, et alors celle-là, cette actrice, elle est sympa, là, cette actrice avec qui tu avais travaillé. C'était souvent d'ailleurs des actrices assez belles. Oui, 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 bien sûr. Un homme reste un homme. Voilà, voilà. Euh, Donc, mais c'est vrai que voilà, le dialogue a toujours été minimal, mais à partir d'un certain moment, je le vivais très bien. oui, oui. Quand on grandit, on voit les choses différemment. Moi, j'aimerais revenir, alors je ne voudrais pas dévoiler le livre, mais il y a deux cadeaux dans ce livre que vous racontez qui sont deux cadeaux importants. D'abord, il y a un cadeau de Noël qui finalement vous n'était pas vraiment destiné. C'était un peu le fantasme du père sur un cadeau qu'il n'a peut-être jamais eu. Et puis, il y a ce cadeau qu'il vous envoie parce qu'il est en promo chez Carrefour. Et sa première pensée, elle est pour vous, justement, quand il est, quand il est dans ce rayon-là. Vous êtes Oui. dit quoi ce jour-là? Vous êtes dit que le vrai amour paternel, c'était peut-être ça, c'était penser à son fils, même quand on est chez Carrefour, entre le rayon volaille et le rayon lecteur de DVD. Est-ce que ça vous a touché à ce moment-là, cet acte de votre papa? Énormément, bien sûr. C'était très épatant, en plus de recevoir ce cadeau-là, au moment que je décris dans le livre, parce que justement, il m'a envoyé ce lecteur de DVD avec télécommande, peut-être au moment de ma vie où j'en avais le plus besoin. Et ça, c'était une magie. Mais c'est la magie de l'amour, justement. C'est vrai que c'est la magie de ce qui fait les vrais liens entre les gens. Là, il y a eu un moment de grâce. Ouais, alors, je ne veux pas dévoiler, mais cette histoire télécommande, elle a une histoire et elle est juste extraordinaire. Donc, il faut lire le livre pour savoir ce qui va se passer avec cette télécommande. C'est juste génial, j'adore l'idée. Alors, votre père ne parlait pas beaucoup, comme vous dites. C'est, je pense aussi, peut-être un peu générationnel. Oui, tout Est-ce à que, fait, ouais. hein, je pense que vous avez l'occasion d'échanger avec des personnes autour de vous pour voir, on a toujours envie de voir comment se comportent les pères des autres, finalement, pour savoir si on est dans la norme ou pas. Je pense qu'on a notre génération, en tout cas, on a souvent eu un papa plein d'amour qui ne savait pas nécessairement communiquer avec nous. Bien sûr. Est-ce que vous, c'est des discussions que vous avez eues? Est-ce que, alors pas seulement avec le psy, hein, mais avec vos proches, c'est des discussions que vous avez eues Oui, sur bien la sûr. relation? Ouais.
Oui, oui, c'est générationnel, Mm. c'est culturel, c'est social. Il y a un certain nombre, effectivement, de facteurs qui font que, bien sûr, entre un père et un fils, la parole et le désir de transmission n'est pas forcément une évidence. Alors, mon père m'a transmis quelques valeurs, comme Mm. celle de l'honnêteté, du travail. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu le ventre un peu remué quand je voyais dans la rue, par exemple, Mm. ou ailleurs, des pères tout d'un coup se mettre à faire des grandes tirades comme ça à leur fils. Tu comprends, les nuages, en fait, c'est une accumulation d'eau parce que voilà, il fait chaud à la surface de la mer, alors donc l'eau s'évapore et monte et ça fait des nuages, etc. Voilà, les pères comme ça qui ont un côté un peu aussi, euh, disons, prof avec leurs Oui, ce que filles. j'allais dire, prof. Oui. Et voilà, ça a toujours quelque chose qui m'a fait moi rêver parce que Mm. je n'ai pas eu de la part de mon papa. Mais il est totalement vrai que, comme vous le disiez, c'est aussi notre génération, c'est la génération avant Dolto. Ah oui, largement. Moi, il y a une anecdote, alors pour changer un peu de sujet, une anecdote que j'ai beaucoup aimée, que j'ai entendue dans une interview de vous, où vous disiez que vous aimiez bien l'idée que quand on part en voyage, dans un avion, dans un train, Oui, le lecteur prenne un livre et quand il descend, il est fini. Comme si il y avait un second voyage, en plus du voyage physique, c'était le voyage les yeux ouverts dans la lecture. Est-ce que ça a participé à votre envie d'écrire un livre court qui puisse se lire du départ du voyage à la fin de ce voyage? non, alors j'ai écrit un livre court parce que je suis essentiellement paresseux. Non, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Non, il faut pas dire ça. Non. Alors, en fait, il y a cela dit, une raison réelle à la brièveté de ce livre. C'est que ce livre est né, dans un premier temps, parce qu'il y a eu donc quelques lectures que j'ai faites de certains de mes textes en 2019 qui ont suscité l'intérêt d'Emmanuel de Marcimota, qui est le directeur du théâtre de la ville, et qui m'a toujours suivi comme auteur-interprète, et qui m'a dit, Scali, ce texte-là, je ne suis plus inquiet, on aimerait le produire et le programmer au théâtre de la ville. Alors, vous savez ce que c'est, enfin, ou pas peut-être, mais je vais vous le dire, un seul en scène, c'est mieux que ça ne dure pas 1 heure et demie. Surtout quand il n'y a que ça, que de la parole. Donc j'avais décidé que le texte durerait 1 heure. Si bien que quand j'ai proposé mon texte à Claire David des éditions Actes Sud Papier, le texte était encore plus court Plus que court, celui que vous avez bien lu. sûr. Claire David elle-même qui m'a dit, Scali, on crée une nouvelle branche chez Actes Sud Papier qui va s'appeler Au Singulier, une nouvelle collection particulièrement dédiée. Voilà, on le voit au singulier en haut à gauche, qui sera particulièrement dédié à des textes à lire, qui sont des textes qu'on peut dire, mais aussi des textes de littérature. Donc, c'est des récits. Ouais, c'est intéressant, c'est une démarche Voilà, intéressante. c'est ça. Et donc, en fait, au moment où Claire David m'a fait cette proposition, il ne me restait plus beaucoup de temps pour doubler le corpus de mon texte. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est court. Et donc, on est parti d'un texte à la base qui faisait la moitié de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il y avait quand même du travail. Pas la moitié, mais disons, c'était les 2 tiers. D'accord. Voilà, j'ai écrit un tiers de plus. Alors, vous avez commencé cette interview en parlant d'un rabbin. Alors, on va revenir là-dessus un peu. Donc, vous parlez de votre double culture et de votre famille juive du côté de votre mère dans ce petit livre. Oui, J'ai trouvé d'ailleurs ce roman très juif, je suis désolée de vous le dire, c'est un peu le Woody Allen version française sur le oui. tourment quotidien d'un homme qui se pose parfois trop de questions, qui s'analyse parfois trop. C'est pour ça que c'est aussi très drôle et c'est très émouvant. Cette histoire juive, alors vous nous en avez un peu parlé de ça en début d'interview, mais c'est un héritage avec lequel vous avez toujours vécu ou que vous avez découvert au fil du temps en tirant une espèce de pelote de laine des histoires qu'on vous a racontées Ah non, vous c'est avez toujours... exactement le contraire. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai mangé cachère. Ah d'accord, d'accord. J'étais, donc comme vous l'avez pu le comprendre tout à l'heure, assidu dans
j'allais C'est un peu étonnant, enfin, que votre papa ait accepté, enfin, Ah, mais voilà, c'est aussi, c'est une des grandes thématiques du livre. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans le livre, je le dis, je suis métisse, hein, je me sens métisse, je parle de ce que c'est que l'être métisse, quoi. Enfin, disons la position du métis. On appelle ça, c'est un mot que je déteste, on appelle ça les couples mixtes en France, vous savez, couple mixte. Donc, un conjoint Un juif, cocktail. un conjoint juif et un conjoint non juif. Bon, voilà. Euh, alors, c'est étonnant, mais comme à chaque fois la vie et l'amour sont étonnants. C'est-à-dire que cet homme et cette femme se sont rencontrés et voilà, ça s'est fait comme ça. Ce qui est notable dans cette histoire, c'est que ma mère, donc, qui est cachée pendant la guerre, donc, qui porte en elle en fait un petit peu l'oppression de l'occupation et du régime de Vichy, sort de cette histoire en étant une jeune femme, du coup, tout à fait convaincue qu'il faut continuer à porter l'histoire, Ouais, c'est intéressant. des origines juives. Mm. Tous les juifs n'ont pas réagi comme ça. Il y a d'autres juifs qui ont pu dire ça suffit maintenant, j'en ai marre d'être stigmatisé en tant que juif dans la société française, je ne veux plus en entendre parler. Je dirais même que de la part de ma mère et de tous ses frères, ça a été le contraire, en fait. C'est-à-dire que le traumatisme nazi a renforcé leur identité juive. Et c'est pour ça qu'elle a tenu tête, d'une certaine manière, en disant à mon père, OK, on se marie, OK, on a des enfants, mais je te préviens, si on a des enfants, ils seront éduqués dans le judaïsme, ce qui a été mon cas. Et pour répondre de manière précise à votre question, en fait, j'ai arrêté d'être, comme on dit, religieux. Ensuite, quand j'ai commencé ma carrière artistique, et j'ai conservé ce que font beaucoup de juifs, un judaïsme de l'esprit, de la culture. On peut dire aussi un judaïsme d'une forme de mémoire de l'identité, des origines. Enfin, voilà, c'est un état d'esprit. Enfin, vous savez, je ne sais plus quel Oui, chercheur. c'est une culture, hein, et nous, aux Je États-Unis, on le pense que sait bien. Hein, c'est un Américain qui avait dit il y a 3627 manières d'être juif, quelque chose comme ça. mais c'est vrai, et en plus, ici, on le voit encore plus, parce que la plus forte communauté n'est pas religieuse. Elle a une forte conscience de son identité, mais elle n'est pas religieuse. Oui, C'est vrai voilà. qu'aux États-Unis, on le vit encore plus. Alors, puisqu'on parle, on parle de ça, j'aimerais aussi parler de quelques récits assez graves dans ce livre que vous ne traitez pas de façon dramatique, qui est effectivement le fait que vos grands-parents aient échappé, enfin votre grand-mère a échappé à la mort. Ils devaient partir pour le Veldiv. Ils sont partis quelques jours avant la rafle. Mais même là, je trouve qu'il y a vraiment une touche d'humour juif de Scali d'Alpera. Parce qu'en vérité, ce qui sauve votre grand-mère, finalement, c'est presque d'avoir un prénom, enfin un nom séfarade. Et du coup, le nazi, il n'a pas nécessairement reconnu le nom. Et donc, cette minute d'hésitation lui a presque sauvé la vie. C'est très théâtral, tout ça. Exactement. Vrai, Alors, c'est bien de dire. C'est vrai que vous me dites une chose à laquelle je n'avais pas pensé. C'est-à-dire, effectivement, elle se serait appelée Cohen ou Lévy ou Gutmann. C'était plus. c'était fini. Bah oui, parce qu'il y avait quand même très C'est peu de ça, il juifs. s'appelait Ouais. Zerbib. Mm. Et il y avait, Zerbib. ouais. Voilà. Et il Donc y avait, voilà, les nazis n'étaient pas tout à fait calés sur non. les noms séfarades. Oui, d'ailleurs, il y avait. Enfin, Enfin, alors, on ne va pas dévoiler ça aujourd'hui, mais il y a aussi une autre raison encore plus improbable et plus oui, on ne va pas miraculeuse la dévoiler parce que ça, du coup, voilà, pour c'est laquelle. du récit. Ouais. Non. Et non, mais alors, c'est vrai qu'il y avait peu de séfarades à cette époque avant-guerre en France. Comment votre famille s'est retrouvée en France, justement? Qu'est-ce qui l'a amené en France? Et la misère en Algérie, parce que mes grands-parents maternels, en fait, sont partis très tôt d'Algérie, c'est-à-dire 30 ans avant l'indépendance. Hein. Mon grand-père, dans les années 30, Oui, c'est pour ça que j'ai habitait trouvé ça assez étonnant. voilà. Donc, c'est parce que effectivement, Donc, mon grand-père est parti pour des raisons économiques. voilà, il est parti d'Alger, il avait 14 ans, il est devenu mouche sur un bateau de l'armée française. Et ensuite, il a fini à Paris en train de vendre des petites pacotilles dans le métro.
Je vous vois de manière un peu robotique maintenant. Euh, oui, oui, c'est moi aussi. C'est pour ça que j'espère que ça va se rétablir. Bah, Paris-New York, c'est loin, hein, la connexion est longue. Oui, Alors, je me dis aussi, alors, en lisant ce livre, que j'aurais pu écrire ce livre, alors pas avec votre talent, mais je me suis reconnue dans tellement de scènes, comme à mon avis, une grande partie des lecteurs, et ça m'a fait un peu penser aux hypochondriaques qui se rassurent quand d'autres ont les mêmes symptômes. Alors, votre livre, c'était aussi pour rassurer les lecteurs, pour dire que tout va bien, ne vous inquiétez pas, vous et moi n'allons pas si mal que ça. c'est pas loin, vous savez, Sandrine. Alors, tout à l'heure, vous me parliez de l'inquiétude que je pouvais avoir sur mon chat. Et donc, en fait, il est Mhm. important, effectivement, de savoir que il faut distinguer deux genres d'inquiétude. C'est-à-dire que je suis bien sûr toujours inquiet pour les choses qui demandent à ce qu'on soit inquiet. C'est-à-dire il y a un certain nombre de sujets dans la vie importants, graves, et de cela, c'est notre condition humaine, on ne peut pas y échapper. L'inquiétude qui m'intéresse et que je pointe dans le titre, c'est une inquiétude qui est en fait beaucoup plus imperceptible et pour autant beaucoup plus présente dans les vies humaines. C'est une inquiétude en fait qui consiste toujours à se demander ce qui va se passer. Angoisse. Euh, oui, alors justement, non, c'est pas de l'angoisse parce que l'angoisse, c'est du domaine comment dirais-je, de la maladie, si je Mm. puis dire, ou c'est du domaine vraiment du drame. L'inquiétude, on s'en arrange très bien et pourtant, elle nous perturbe, elle nous pourrit la vie un peu. Hein, là. Voilà. Et donc, en fait, je partage effectivement cela avec beaucoup de gens et j'avais envie de partager cela avec tous mes lecteurs qui est, vous savez, ce moment, toujours on veut... Voilà, c'est pour ça que ça marche très bien, les séries Netflix. Au fond, Netflix fait son beurre sur cette tendance humaine à toujours vouloir savoir ce qui va se Se passer. passer. Voilà. Et donc, ça, c'est voilà, plus les séries sont longues, plus on est content. Quand on sait qu'il y a 10 saisons d'une série, on est ravi. Et donc, en fait, je parle de cette inquiétude-là, et effectivement, je lui tords le cou un peu à cette. Un des propos de mon texte, c'était un petit peu de faire l'analyse de cette inquiétude-là en particulier, et de montrer par certains textes comment on pouvait effectivement apaiser ce mal subtil et quotidien. Que nous avons tous en nous. Alors, il y a quand même des inquiétudes qui sont assez surprenantes chez vous et très drôles hein, dans votre narration. Vous n'avez pas nécessairement peur de la Troisième Guerre mondiale, mais quand vous voyez un arbre seul au milieu d'un champ, ça vous plonge dans une inquiétude extrême. Vous en avez d'autres comme ça, des inquiétudes extrêmes. En vérité, vous êtes extrêmement ashkénaze pour un séfarade. C'est ce que je me suis dit en lisant ce livre. Merci. Euh, si j'étais ashkénaze, je le prendrais comme un compliment. Si je ne me sentais séfarade peu confiant aussi, je dirais oh merci, merci. Moi qui suis séfarade, vous trouvez que j'ai un esprit ashkénaze, mais quel honneur. Euh, mais vous n'êtes pas la première à me dire ça, Hmm. effectivement. Bernard Abouaf de Radio Shalom m'a dit la même Oh, chose. ancien collègue il y a 25 ans. Voilà, il m'a dit c'est très ashkénaze comme humour. Euh, oui, l'arbre seul, c'est magnifique. Ouais, mais c'était très joli, mais c'était drôle aussi. Voilà, c'est cet Ouais. humour doux comme ça que vous instillez. C'est vraiment une très très jolie lecture. Alors, il y a quand même il y a une chose dont je voulais vous parler quand même, qui est quand même Oui, l'histoire du passage sur les annonces des stations de métro. oui. C'est une fixation qui m'a fait mais mourir de rire. Moi, il faut Ah, que je tant vous mieux. raconte quand même qu'il y a un an, j'étais dans le métro et j'avais pas pris le métro depuis très longtemps. Mais Et dans puis, le métro à Paris ou à dans New le York? métro à Paris, et Oui. j'entends effectivement ces annonces. Et j'étais Oui. au métro, bonne nouvelle. Et qu'est-ce que j'entends? Bonne nouvelle. Donc je regarde mon mari, je dis attends, écoute, il y a une bonne nouvelle. Et j'entends la deuxième phrase, bonne nouvelle. Et ça Voilà. m'a fait tellement mourir de rire. Et je me suis dit qu'il n'y a plus aucun lecteur qui va écouter, enfin en tout cas lecteur parisien ou qui se balade à Paris, qui va écouter les annonces du métro de la même façon. Ça Alors, c'est c'est ce clair qu'on et me net. dit. Alors, ça me ravit parce qu'on m'envoie souvent des SMS pour me dire je suis dans le métro, Oui, c'est j'entends sûr. la dame annoncer le nom de la station, je pense à toi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que Mais c'est-à-dire que, en fait, là, vous pointez quelque chose qui est justement toujours de l'ordre de l'expérience commune.
Oui, tout à fait. Mais ce livre, c'est ça, c'est une expérience commune avec des millions de personnes. Donc j'espère que vous aurez des millions de lecteurs parce que ça, tout le monde va s'y reconnaître dans ce petit livre. L'idée ne me déplaît pas a priori. J'imagine bien. Alors, juste terminer sur une petite question avant d'aborder votre carrière. Une petite question Oui. sur le métissage, parce que je trouve que c'est un joli mot, effectivement. Donc, j'imagine que vous le jugez de façon positive. Pour vous, le métissage, c'est quoi? C'est des cultures en plus qui permet d'être plus ouvert aux autres, plus ouvert au monde, d'avoir un regard bien plus ouvert que celui… Alors, je vais vous dire, le métissage, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'en parle. Et pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il suffit d'avoir un papa alsacien et une maman marseillaise pour être métisse. Il suffit d'avoir un papa et une maman pour être métisse. Il suffit de prendre en considération tout ce qui nous constitue pour savoir qu'au fond, il n'y a aucune pureté originelle à quoi que ce soit. Moi, j'étais dans une position qui me permettait de parler de ce sujet parce que père du Périgord, sans religion, bon vivant, comme ça, qui rencontre une bonne juive séfarade qui lui dit « ton fils sera circoncis ». On a un truc comme ça qui est très rigolo à la base. Et c'est vrai qu'on est on n'est pas sur des extrêmes, mais on est voilà, sur un champ. Voilà, ma mère, qui est une enfant du voyage au fond. Hein. Ses parents viennent d'Alger, ils passent par Paris, elle se retrouve dans le Lot-et-Garonne, et puis ensuite son père finira sa vie en Gironde. Bon. Et puis mon père, lui, effectivement, plus ancré, géographiquement en tout cas. Mais c'est vrai que je voulais parler du métissage pour plus donner à mon lecteur une matière à réflexion sur ce que c'est que la conciliation de nos origines diverses, plutôt que de parler de la position du pauvre métis. Alors on sait, je sais, il y a par exemple des enfants de maman blanche et papa noir qui disent je ne suis pas considéré comme un blanc par les noirs, je ne suis pas considéré comme un noir par les blancs. Après, effectivement, il y a ce qu'on appelle les conneries des communautés. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu la chance d'être considéré comme un juif dans ma synagogue et d'être considéré comme un périgourdin dans la famille de mon papa. Voilà. Après, je pense que tout ça, c'est justement des histoires de perception des autres plutôt que d'une… De perception et j'imagine d'éducation aussi, parce que c'est clair voilà. que ah, le chat est là, quel bonheur. Voilà le chat qui n'est pas sur le livre, donc il est là. Le fils adopté. Exactement. Alors, on va parler un peu de vous. Alors, attendez. Oui, dites-moi. Parce qu'il vient de faire une bêtise et je ne vous vois plus. Ah, alors moi, je vous vois. Est-ce qu'il a marché? Ah, voilà, ça y est, je vous vois à nouveau. Il avait marché sur l'écran. Mais on est habitué, si on vous suit sur Instagram, on est habitué des bêtises du chat, donc c'est absolument pas un scoop. Hein, alors, ce que vous ne savez pas, je vous raconte juste ça, c'est que plus j'écris, plus il vient m'embêter. Et bien sûr, il marche sur mon clavier. Et bien sûr, en marchant sur mon clavier, il écrit des phrases qui ne veulent rien dire. Mais c'est ça par participation à votre œuvre. Exactement. Et j'ai un dossier qui s'appelle Les écrits de Shoghi. Et j'en ai des pages et des pages. Et je compte bien un jour éditer le livre que Shoghi a écrit. C'est excellent. On va parler un peu de vous maintenant. On va essayer d'être un peu sérieux. Non, on va parler un peu de vous. Donc, vous êtes né en 66. On parlait déjà un peu. Oui, on parlait beaucoup de vous. On va parler, de vous en dehors de l'auteur que vous êtes. Alors, vous êtes né en 66 sous le signe de la Vierge. Je ne sais pas si c'est important ou pas. Vous avez fait le Conservatoire d'art dramatique. D'ailleurs, Conservatoire national supérieur. Pardon. Il faut être comédien pour faire cette analyse-là. Dites-moi d'ailleurs, comment votre père a réagi quand vous lui avez dit j'ai fait le conservatoire et je ne vais pas faire un métier sérieux qui rentre dans les cases? Non, mais ça, c'était formidable. Je veux dire, ça, c'est formidable. J'ai dit à mon père, quand il était très malade et qu'il allait partir, je lui ai dit que j'ai voulu lui dire ça essentiellement, le remercier de m'avoir donné un blanc-seing total tout de suite. Je veux dire, mes parents, mon père et ma mère ont accepté et supporté et encouragé ma carrière artistique.
c'était pas évident, hein, parce que quand on lit le livre et qu'on voit votre papa, c'était pas évident qu'il vous permette d'aller comme ça Ah bon? vers une passion. Enfin, non, parce qu'on a un papa qui justement est dans les cases, donc c'est pas évident que sa réaction ait été aussi enthousiaste. Donc voilà, c'est un joli D'accord. témoignage que vous nous donnez encore aujourd'hui. Ouais. Donc 25 ans de carrière, vous avez tourné dans 66 films, peut-être plus si les archives ne sont pas à jour, et séries, et notamment celle qui est applaudie depuis 2016 un peu partout dans le monde, on l'a même ici aux États-Unis, et que les téléspectateurs connaissent bien, c'est Le Baron Noir, où vous interprété le rôle de Martin Borde. Ouais. Est-ce que vous diriez que ça a été un rôle important dans votre carrière? Est-ce qu'il vous a ouvert des nouveaux horizons, en tout cas dans le monde du cinéma et de la télévision? Oui, oui, je pense que, enfin, en tout cas, ça a été un rôle effectivement important dans ma carrière, qui a marqué un peu les esprits. Vous voyez, j'étais chez Laurent Ruquier samedi soir, et c'est Baron Noir qui l'a cité. Oui, je sais. Il y a quelque chose qui se passe avec cette série, effectivement, absolument merveilleuse, et le rôle de Martin Borde est vraiment superbe. Et c'est vrai que c'est important pour un acteur dans une carrière de rencontrer des personnages qui marquent comme ça, parce que ça permet effectivement d'être toujours sur le marché du travail. Eh oui, c'est important. Alors, il y a aussi le cinéma. Est-ce qu'il y a, difficile comme question, et si vous n'y arrivez pas à y répondre, c'est pas grave, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué plus qu'un autre, ou peut-être une rencontre sur un film Ah oui, alors non, alors là, ma réponse, elle est immédiate. ah, Moi, j'ai participé à beaucoup de films d'une très grande réalisatrice française qui s'appelle Léa Fazer. Elle m'a confié un rôle extraordinaire dans son film qui s'appelle Maestro. Maestro, les deux rôles principaux du film, c'était Michael Lonsdale et Pio Marmaille. Et moi, je joue le rôle d'un comédien dans ce film. Un comédien ringard, mais très ringard. Un rôle hilarant. Et c'est pas un rôle énorme dans le film, mais vous savez, encore aujourd'hui, on en parle. On me oui, dit, c'est ah, ça. le druide, parce que c'est un comédien qui, dans ce film-là, doit jouer le rôle d'un druide. Et c'est hilarant. Mais il y a des rôles secondaires qui marquent énormément le public. Et je Exactement, crois qu'on voilà. est, ah oui, on est tous à se rappeler de rôles qu'on aimerait voir et revoir parce qu'ils sont juste extraordinaires. Oui, Alors, oui. vous êtes aussi donc auteur, metteur en scène, comédien de théâtre. Alors, est-ce que vous êtes aussi ou avant tout, est-ce que, est-ce que les planches, ce rapport avec le public, parce que comme on vous sent très émotif, est-ce que ce rapport charnel, il est presque plus important que le reste? Euh, plus important que l'écriture et le Non, cinéma. oui, que le reste. Est-ce que les planches, c'est vraiment voilà, votre domaine à vous, celui où vous êtes plus en Alors, phase avec ce que vous voulez faire? alors, Sandrine, pour être tout à fait juste dans ma réponse, jusqu'à la fin de l'année dernière, je vous aurais dit, bien sûr, mon ADN, comme on dit maintenant, voilà. C'est très C'est chic. vraiment, c'est vraiment le théâtre, c'est vraiment la scène, Mhm. c'est sûr. Il se trouve que, en fait, d'avoir écrit Je ne suis plus inquiet, Oui. et aussi d'avoir été, comment dirais-je, euh, complètement bouleversé par les réactions du texte, a un peu modifié mon ADN. Et c'est-à-dire que c'est très récent, là vous parlez à un jeune débutant de la littérature, mais c'est vrai que je pense que maintenant, je mets l'écriture au même niveau que le jeu de scène. Ah oui, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que L'interprétation. vous travaillez sur des projets, il y a des choses déjà qui se précipitent dans votre tête, des envies de romans d'ailleurs, peut-être enfin, moins intimes, des choses beaucoup plus romancées. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dessinent? Oui, alors, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé à écrire mon prochain texte il y a 3 semaines. D'accord. J'aurais pu commencer avant, mais c'est vrai que la promo du livre a été très prenante. Oui. Et on ne peut pas tout faire, et surtout une promo de livre, parce que c'est vraiment comme s'occuper d'un bébé pour le faire grandir. Ouais. Et donc, en fait, on est complètement dédié à ça. Donc, oui, effectivement, le prochain texte est commencé. Quant à vous dire s'il sera plus romancé, j'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'est vrai que j'ai envie de continuer dans la même veine que Je ne suis plus inquiet, c'est-à-dire, voilà, il y a un terme, je ne sais pas s'il est très juste, il est très discuté en tout cas dans le monde de l'université, c'est autofiction. Mhm.
Donc, effectivement, je pense que mon prochain texte sera très autofictionnel. On l'attend avec impatience. Merci. Donc, Je voilà, vais me en, dépêcher. en en attendant d'autres projets alors, théâtraux, voilà, j'imagine que comme tous, vous attendez que les salles de spectacle rouvrent. Ah ben, le spectacle Et de prêt, Je c'est ne ça, suis hein? plus inquiet, il est prêt, puisque j'ai Ouais. été déprogrammé 5 jours avant la première. Waouh, ok. Et que j'ai fait quand même 2 représentations devant une salle vide, mais filmée Oui, et retransmise en live. Donc le spectacle est prêt. Donc effectivement, c'est entendu comme ça avec Emmanuel de Marcimota, le directeur du théâtre de la ville, que dès que les théâtres rouvrent, vous eh bien, repartez. on repart. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Côté cinéma, côté série télé, des Oui, choses en alors voilà, cours? je commence à tourner à la fin du mois dans une mini-série, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est la différence entre les séries et les mini-séries. C'est 6, je crois, hein, c'est ça? Euh, Non? voilà, exactement. C'est 6 fois 50 minutes et c'est bouclé, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est fini. Donc, je vais faire une mini-série pour France Télévisions, un très joli rôle de médecin généraliste qui est le meilleur ami de l'héroïne. Et sa meilleure amie se trouve prise dans un système d'emprise parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme très manipulateur, au fond, très beau, mais uniquement intéressé par l'argent, et qui va essayer de la séparer de tous ses amis pour s'accaparer sa fortune. Et donc voilà, moi je joue le rôle de l'ami de l'héroïne. Une diffusion prévue déjà? Ah ben non, parce que vous savez, quand un tournage n'est pas commencé, c'est très 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 dur de savoir quand la Quand chose il sera diffusable. Bon, alors on attend, on va tout guetter. En attendant, le rendez-vous aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est Je ne suis plus inquiet. C'est le livre de Scali, sorti donc chez Actes Sud dans la collection Singulier. J'ai adoré notre discussion, Scali. Moi Merci aussi. beaucoup. Merci Merci. beaucoup d'avoir été là. Et puis, ben, on vous souhaite bonne chance pour tout. Et puis, on va vous suivre et n'hésitez pas à nous tenir informés un peu de tout. Et puis, je vois la Oui, et queue du puis moi j'ai chat. envie de dire aussi à toutes les personnes qui liront le texte, et si elles l'ont apprécié, que je suis toujours très touché par les réactions sur ma page Facebook. Oui, Que, alors, oui. Et voilà, Scali Del Pera sur Facebook. Voilà, j'aime bien entretenir un dialogue avec mes lecteurs. Alors ça, c'est extrêmement agréable pour un lecteur, je dois dire, parce que vous êtes sur Instagram aussi, il faut vous suivre sur Instagram, les gens réagissent et vous répondez toujours. Et c'est voilà, c'est assez rare pour être signalé. Nous, lecteurs, on vous remercie de prendre le temps de répondre aux lecteurs qui ont aimé votre livre. Donc, merci Merci de me Scali. remercier. Merci d'avoir été là avec le chat. Et puis, donc, à très bientôt. On vous suit. Merci à tous. La semaine prochaine, on change complètement de sujet. On va à Lille et on va à la rencontre d'un libraire qui a écrit son premier roman, L'Argentin, le mystère flamand. Voilà. Merci Scali. Bonne fin Merci. de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.